Le parc national Nahanni, dans les territoires du nord-ouest du Canada, est surnommé la vallée des hommes sans tête, à cause de plusieurs morts et disparitions bizarres. Depuis 1906, 44 morts ou disparitions ont été signalées dans la région, et 6 corps décapités ont été retrouvés près de camps incendiés. En été 1906, 2 frères d'origine écossaise, Frank et Willie MacLeod, sont partis de la colonie de Fort Liard, dans le nord-ouest du Canada, pour se rendre dans la vallée de la rivière Nahanni. Leur but était de chercher de l'or, un objectif qui attirait à l'époque des centaines de chercheurs de fortune dans les régions les plus reculées et inexplorées du Nord. La vallée de Nahanni avait déjà une réputation sinistre parmi les tribus d'aînés locales, qui appelaient dans cette région la terre des mauvais esprits, et évitez-nous d'y rester longtemps, surtout dans la partie supérieure de la rivière. La région était une vaste étendue de canyons, de rapides, de sources chaudes et de forêts denses, entourées par les montagnes Mackenzie. Le climat était rude, même en été. Les courtes périodes chaudes étaient suivies de vagues de froid soudaines. Le brouillard s'élevait des gorges sans prévenir et la navigation sur la rivière exigeait des compétences exceptionnelles en raison des nombreux rapides et chutes d'eau. En hiver, la région devenait pratiquement inaccessible. Les températures descendaient jusqu'à moins 40 degrés Fahrenheit. Les heures de clarté se réduisaient à quelques heures et la couverture neigeuse rendait tout déplacement dangereux. Frank MacLeod était l'aîné des frères, âgé de 32 ans. Willie avait 4 ans de moins. Tous deux avaient l'habitude de vivre dans les conditions difficiles du Nord. Ils avaient passé plusieurs années au Yukon, participé à la ruée vers l'or du Klondike à la fin des années 1890 et connaissaient sur les bases de la survie dans la nature sauvage et du travail dans les mines d'or. Ce n'étaient pas des novices inexpérimentés qui s'étaient lancés dans une aventure sans préparation. Au contraire, ils avaient soigneusement planifié leur expédition, rassemblé l'équipement, les provisions et les armes nécessaires. Un troisième compagnon, nommé Ware, devait les accompagner. On sait peu de choses sur cet homme, si ce n'est qu'il avait lui aussi travaillé dans le Nord. Avant de partir, les frères ont dit à leurs potes de Fort Liard qu'ils comptaient y passer une saison dans la vallée de Nahanni, de juin à septembre, puis revenir avant que le froid ne s'installe. Ils ont dit qu'ils remonteraient de la rivière, chercheraient des zones prometteuses pour l'exploration aurifère et installeraient peut-être un campement temporaire dans une zone où, selon les rumeurs, d'autres prospecteurs avaient trouvé des pépites d'or. Le plan était de revenir en octobre 1906. Quand octobre était passé et que les frères ne sont pas revenus, ça n'a pas vraiment inquiété personne. À cette époque, les retards de plusieurs mois étaient courants. Changement de plan, décision de rester pour l'hiver si les provisions étaient suffisantes, bateaux cassés ou blessures qui ralentissaient le retour. Il n'y avait pas de communication dans les régions éloignées, et attendre des nouvelles de ceux qui étaient partis dans la nature pouvait prendre 1 an ou plus. L'hiver 1906-1907 passa, puis le printemps et l'été. À l'automne 1907, l'absence de nouvelles inquiétait déjà les connaissances des frères à Fort Liard. Au printemps 1908, une expédition de recherche fut organisée. Elle comprenait plusieurs pisteurs expérimentés qui connaissaient bien la rivière Nahanni, ainsi que des guides issus de la communauté d'aînés locale qui ont accepté de participer malgré leurs craintes superstitieuses de la vallée. Le groupe a commencé à remonter la rivière Nahanni au début du mois de juin 1908, lorsque le niveau de l'eau s'était stabilisé après les crues de printanière et que le temps était devenu suffisamment chaud pour entreprendre de longs voyages.
Les recherches ont été compliquées par l'immensité du territoire. La vallée de la Nahanni s'étendait sur des centaines de kilomètres, avec de nombreux canyons latéraux, affluents et zones propices au camping. Il n'y avait aucune info précise sur l'endroit où les frères MacLeod s'étaient rendus, à l'exception de l'indication générale en amont de la rivière. Après environ 6 semaines de voyage en amont, dans une zone aujourd'hui connue sous le nom de Deadman Valley, l'équipe de recherche a découvert les vestiges d'un campement. Le site était situé sur la rive d'un petit affluent de la rivière Nahanni, à quelques dizaines de mètres du cours principal, dans une zone relativement plate, au milieu d'une forêt dense. Le campement avait été incendié. Les restes d'une tente, les rondins carbonisés d'un abri de fortune et le matériel calciné indiquaient de tous qu'un incendie s'était déclaré à cet endroit. 2 squelettes humains gisaient à la lisière de la zone brûlée. Le degré de décomposition et les effets des intempéries et de la faune sauvage indiquaient l'haleine que la mort était survenue bien plus tôt, peut-être 1 an ou plus auparavant. Les 2 squelettes étaient décapités. Les crânes avaient disparu. Cependant, le reste des squelettes était relativement intact sur le plan anatomique. Os des membres, côtes, vertèbres, tout était en place, sans aucun signe que les corps aient été déchiquetés par de grands prédateurs. L'un des squelettes était dans une position qui a attiré l'attention des enquêteurs. Le bras droit était tendu vers un fusil qui se trouvait à quelques mètres du corps. La position des os de la main et de l'avant-bras suggérait qu'au moment de la mort, ou juste avant, la personne avait tendu le bras vers l'arme, essayant de l'attraper. Le fusil était en état de marche, n'avait pas été utilisé et ne présentait aucun dommage visible causé par le feu. D'après les vêtements, les restes d'équipement et les effets personnels partiellement conservés sur le site, les corps ont été identifiés comme étant ceux de Frank et Willie MacLeod. Le 3e compagnon, Weir, avait disparu. Son corps n'a pas été retrouvé dans le camp, ni dans les environs immédiats. Aucune trace n'a été trouvée indiquant sa présence au moment de la mort des frères ou son départ du camp. Il avait tout simplement disparu. Les tentatives de reconstitution des événements ont rencontré de nombreuses incohérences. L'absence de crâne pouvait s'expliquer par plusieurs versions. La première était que la décapitation avait été effectuée par des humains, peut-être lors d'un conflit avec d'autres prospecteurs, des chasseurs locaux ou des individus inconnus. La deuxième était que les têtes avaient été emportées par de gros prédateurs après la mort. Cependant, l'absence d'autres dommages sur les squelettes rendait cette version peu probable. Les ours ou les loups dispersent généralement les os, les rongent et emportent les membres, plutôt que de se limiter au crâne. La théorie du meurtre semblait la plus probable, mais elle soulevait de nouvelles questions. Qui aurait pu faire une telle chose dans un endroit aussi isolé? D'autres prospecteurs en quête de sites aurifères? Mais la vallée de Nahanni n'était pas envahie par les prospecteurs d'or à cette époque. Elle avait une réputation trop dangereuse et était trop difficile d'accès. Un conflit avec les tribus locales, les Donnés évitaient traditionnellement cette vallée et n'avaient aucune raison d'attaquer un petit groupe à moins qu'ils n'empiètent sur leur territoire de chasse. De plus, la décapitation n'était pas une méthode de conflit courante dans cette région. L'incendie du campement soulevait également des questions. Était-il le résultat d'un incendie criminel allumé par les agresseurs, ou s'agissait-il d'un accident survenu peut-être après la mort des frères lorsque le campement a été abandonné? L'état de l'équipement indiquait que le feu avait été intense, mais qu'il n'avait pas tout détruit. Certains objets étaient encore reconnaissables, ce qui suggère soit que le feu s'était rapidement éteint, soit qu'il s'était limité à une zone spécifique. La position d'un des corps, le bras tendu vers un fusil, pourrait indiquer la soudaineté de l'attaque. La personne a essayé de s'emparer de l'arme, mais n'a pas eu le temps. Cela suggère que la menace est apparue soudainement.
peut-être à la suite d'une embuscade, et que les frères n'ont pas eu le temps de se préparer à se défendre. Cependant, le deuxième corps ne présentait pas une posture défensive similaire, ce qui compliquait l'interprétation. L'équipe de recherche a passé plusieurs jours dans la zone de la découverte, essayant de trouver des preuves de supplémentaires, des traces d'autres personnes, du matériel laissé par les agresseurs et des traces de lutte à l'extérieur du camp. Les résultats ont été minimes. Près de 2 ans s'étaient écoulés depuis la mort présumée des frères, et toutes les traces au sol avaient depuis longtemps disparu sous l'effet de la pluie, de la neige, de la végétation et des animaux. Les seules preuves évidentes étaient 2 squelettes décapités, un camp brûlé et l'absence d'un 3e compagnon. Weir n'a jamais été retrouvé. Son sort était resté inconnu. Certaines spéculations laissaient penser qu'il avait pu être impliqué dans la mort des frères, peut-être à la suite d'un conflit au sein du groupe, d'une dispute au sujet de l'or ou de tensions accumulées dans l'isolement. Selon cette version, Weir aurait pu tuer ses frères, prendre une partie de leur équipement et tenter de quitter la vallée, mais il serait mort ailleurs sur le chemin du retour. Cependant, aucun élément ne venait étayer cette version. Son corps n'a pas été retrouvé et il n'y avait aucune trace de conflit. Une autre version suggérait que Weir était de mort avec ses frères, mais son corps avait été emporté, caché ou détruit, à tel point que l'équipe de recherche n'avait pas pu le retrouver. Une 3e version suggérait que Weir avait pu quitter le groupe plus tôt, avant la mort des frères, pour des raisons qui lui étaient propres, et que les événements s'étaient déroulés sans sa participation. L'endroit où les frères MacLeod sont morts a été baptisé Headless Creek, d'après l'affluent de la rivière Nahanni, près duquel le campement a été retrouvé. La vallée plus vaste de cette région est devenue connue sous le nom de Dead Man's Valley. Ces noms sont restés et sont encore utilisés aujourd'hui. Ils ont contribué à la sinistre réputation de la vallée de Nahanni qui, tout au long de la première moitié du XXe siècle, a continué à accumuler des histoires de disparitions, de morts inexpliquées et de phénomènes étranges. Après 1908, les prospecteurs ont continué à s'aventurer dans la vallée malgré sa réputation de plus en plus sinistre. Certains d'entre eux ont aussi disparu sans laisser de traces. En 1921, un prospecteur nommé Martin Jorgensen a disparu et a été retrouvé mort dans un campement incendié. En 1945, le chasseur John O'Brien a disparu et son corps n'a jamais été retrouvé. Petit à petit, la vallée de Nahanni a été associée à l'idée d'un lieu maudit où les gens meurent dans des circonstances qui défient de toute explication rationnelle. Là, les tribus d'aînés locales expliquaient donc traditionnellement le danger de la vallée par la présence d'esprits maléfiques ou de créatures qu'elles appelaient Nakani ou Nukluk, des créatures géantes et velues qui vivaient dans des canyons reculés et attaquaient les gens. Ces légendes existaient bien avant l'arrivée des Européens. Elles se transmettaient de génération en génération comme un avertissement pour éviter certaines zones de la vallée, surtout au crépuscule et la nuit. D'un point de vue rationnel, l'affaire des frères MacLeod reste non résolue. Il est officiellement classé comme un meurtre commis par des inconnus entre l'été 1906 et l'été 1908. Le mobile n'a pas été établi, les auteurs n'ont pas été retrouvés et les circonstances n'ont pas été reconstituées. L'absence des crânes reste le mystère central. Elle ne correspond ni au scénario typique des meurtres pour l'or, ni au comportement des animaux sauvages, ni aux pratiques connues des peuples autochtones de la région. Certains chercheurs évoquent la possibilité d'un meurtre à caractère rituel, suggérant que la décapitation aurait pu avoir une signification symbolique pour les meurtriers. D'autres noteront que le crâne, en tant que trophée ou objet de valeur, pourrait avoir été la raison de son enlèvement.
D'autres encore suggèrent que les têtes ont été détruites ou emportées par des prédateurs après la décapitation. Cependant, cela n'explique pas pourquoi les squelettes restants sont restés intacts. Dans le contexte plus large des disparitions dans les parcs nationaux et les régions reculées, le cas des frères MacLeod se distingue pour plusieurs raisons. La décapitation des 2 victimes, la disparition sans laisser de traces d'un 3e compagnon, un campement incendié, l'absence d'indices évidents permettant d'identifier des groupes d'agresseurs connus et la réputation sinistre de l'endroit bien avant les faits. Cette combinaison fait de cette affaire l'une des plus discutées de l'histoire de l'exploration du Nord canadien. Dans la littérature contemporaine sur les disparitions anormales, la vallée de Nahanni est souvent mentionnée comme l'un des « points chauds », c'est-à-dire les endroits où la concentration d'incidents inexpliqués dépasse largement ce que l'on pourrait attendre statistiquement. Les partisans des théories cryptozoologiques évoquent les légendes sur les Nakanni comme explication possible, suggérant la présence de grands primates inconnus dans les régions reculées du Canada. Les sceptiques font remarquer que la combinaison de conditions difficiles, d'isolement, de cupidité humaine et de conflits interpersonnels suffit largement à expliquer la plupart des tragédies sans avoir recours à des éléments surnaturels ou cryptozoologiques. Aujourd'hui, la vallée de Nahanni fait partie du parc national Nahanni, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les touristes et les alpinistes visitent la région, attirés par ses paysages spectaculaires. Des canyons pouvant atteindre 1200 mètres de profondeur, les chutes Virginia de 89 mètres et des sources chaudes au milieu de montagnes enneigées. Headless Creek et Deadman Valley restent moissons des noms géographiques sur les cartes, nous rappelant les événements de 1906-1908. Les frères Frank et Willie MacLeod ont été les premiers d'une longue liste de personnes dont les noms sont à jamais liés à la vallée de Nahanni et à sa sombre réputation. Leurs têtes restent décapitées, retrouvées dans un campement incendié 2 ans après leur disparition, ont donné naissance à la légende d'un endroit où les gens meurent dans des circonstances qui défient toute explication simple. La disparition de leur 3e compagnon, Ware, a ajouté une couche supplémentaire de mystère à une affaire qui, plus d'1 siècle plus tard, continue de faire l'objet de discussions parmi ceux qui étudient l'histoire du Nord et le phénomène des disparitions inexpliquées dans la nature sauvage. Le cas des frères MacLeod n'était pas le seul dans la vallée de Nahanni. La réputation sinistre de la région, renforcée par des noms tels que Headless Creek, ruisseau sans tête, et Deadman's Valley, vallée de l'homme mort, n'a pas découragé les chercheurs d'or prêts à risquer leur vie pour tenter leur chance. Les rumeurs de riches gisements d'or ont continué à attirer les gens, malgré l'histoire de plus en plus sinistre de l'endroit. 9 ans après la découverte des restes décapités des frères MacLeod, la vallée allait à nouveau être le théâtre d'une tragédie dont le scénario était effroyablement similaire. En 1917, un prospecteur d'or suisse nommé Martin Jorgenson travaillait dans la région de Flat River, un affluent de la Nahanni. Martin avait environ 45 ans. Il était arrivé au Canada au début des années 1890, avait vécu la ruée vers l'or du Yukon et, au milieu des années 1890, était devenu un prospecteur expérimenté, connaissant bien la géologie de la région et les méthodes de recherche d'or dans les rivières du Nord. Contrairement à beaucoup de chercheurs de fortune qui venaient pour la saison et repartaient les mains vides, Jorgenson s'y prenait de manière méthodique et patiente, choisissant des zones prometteuses et y travaillant pendant des mois. Au printemps 1917,
il s'installa dans la partie supérieure de la rivière Flat, construisant une petite cabane sur la rive, à un endroit protégé du vent par un épais mur d'épicéas et un affleurement rocheux. La cabane était modeste mais fonctionnelle, une structure en rondin, fabriquée à partir de bois local, un toit en écorce et en branches, un petit poêle en pierre pour se chauffer et cuisiner, et une plateforme pour dormir. À proximité se trouvait un endroit où stocker les outils et les matériaux extraits. Jorgensen travaillait seul, ce qui était courant pour de nombreux prospecteurs de l'époque. Le partenariat impliquait de partager les découvertes, tandis que le travail en solo lui donnait un contrôle total sur le résultat, mais avec un risque plus important. Au cours de l'été 1917, Martin a envoyé plusieurs lettres à sa sœur en Suisse. Les lettres mettaient beaucoup de temps à arriver. Il fallait plusieurs jours de bateau pour se rendre de la région reculée de Nahanni au bureau de poste le plus proche, à Fort Simpson, puis plusieurs mois pour que la lettre atteigne l'Europe via le système postal canadien et traverse l'Atlantique. Dans ces lettres, Martin décrivait sa vie sur la rivière, les difficultés de son travail, le climat et la nature qui l'entourait. Dans l'une de ses dernières lettres, datée de fin juillet 1917, il mentionnait qu'il avait trouvé un site prometteur et qu'il avait commencé à extraire de l'or en quantité dépassant ses attentes. Le ton était prudent. Jorgensen ne précisait pas l'emplacement exact du site ni ne donnait de chiffres précis, sachant que les lettres pouvaient être lues par des personnes extérieures. Mais le ton général était optimiste. Il écrivait qu'il avait l'intention de travailler sur le site jusqu'à la fin de la saison, de collecter suffisamment d'or pour rentrer chez lui et d'assurer son avenir. Ce fut la dernière lettre que sa famille reçut. Lorsque Martin ne se présenta pas à Fort Simpson à l'automne 1917, où il achetait habituellement des provisions et envoyait son or, cela suscita l'inquiétude parmi la petite communauté de commerçants et d'autres prospecteurs qui le connaissaient. Jorgensen était un homme méthodique qui respectait toujours son emploi du temps. Il se rendait en ville environ une fois par mois, achetait ce dont il avait besoin, envoyait son courrier et retournait travailler. Son absence pendant 2 puis 3 mois était un signe alarmant. Au printemps 1918, lorsque la glace des rivières fondit et que la navigation redevint possible, un petit groupe fut organisé pour explorer la zone où Jorgensen travaillait. Le groupe comprenait 2 chasseurs d'aînés locaux et un prospecteur qui connaissait l'emplacement approximatif de la cabane de Martin. Ils remontèrent la rivière Nahanni, puis bifurquèrent vers l'affluent Flat River et, après quelques jours, atteignirent la zone où, selon les informations, se trouvait le campement du Suisse. Ce qu'ils ont trouvé était troublant, car ça ressemblait à ce qu'on avait vu 10 ans plus tôt, à Headless Creek. La cabane de Jorgensen avait été complètement brûlée. Tout ce qui restait de la cabane en rondins, c'était des rondins carbonisés et les restes du poêle. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur, les couchettes, les outils, les provisions, avait été réduit en cendres et en fragments carbonisés. L'odeur de fumée était toujours dans l'air, même si l'incendie avait clairement eu lieu des mois auparavant, probablement à l'automne. À côté des ruines de la cabane, à la lisière de la zone brûlée, gisait un corps humain. Le degré de décomposition et les effets des conditions hivernales rendaient l'identification difficile. Néanmoins, grâce aux éléments partiellement préservés des vêtements et des effets personnels, le corps a été identifié comme étant celui de Martin Jorgensen. Le corps avait été décapité. Le crâne avait disparu. Le reste du squelette était relativement intact, sans aucun signe indiquant que le corps avait été déchiqueté ou emporté par de grands prédateurs. La situation était presque identique à celle des frères MacLeod. Une victime décapitée, un campement brûlé, un endroit isolé dans la vallée de Nahanni et aucun indice apparent sur l'identité des meurtriers.
La différence était que Jorgensen était seul, alors que les frères MacLeod étaient ensemble, et que Martin avait un motif connu pour l'attaque, l'or qu'il avait mentionné dans sa lettre. Pendant l'examen du site, aucune réserve d'or, aucun outil pour l'extraire et aucun signe de l'endroit où Jorgensen avait travaillé sur la rivière n'ont été trouvés. Tout ce qui pouvait avoir de la valeur dans ou près de la cabane avait été brûlé dans l'incendie ou emporté. Ça soutenait la théorie du meurtre pour vol. Quelqu'un avait appris la découverte de Martin, peut-être grâce à une lettre interceptée, à des conversations à Fort Simpson ou à l'observation de son travail, et avait décidé de le tuer pour prendre l'or. Mais la théorie du vol n'expliquait pas la décapitation. Si le but était l'or, il aurait été logique de simplement tuer l'homme, de prendre les objets de valeur et de partir. Pourquoi décapiter le corps? Pourquoi brûler la cabane? Ces actions demandaient donc du temps et des efforts supplémentaires, augmentaient le risque d'être découvert et n'offraient aucun avantage évident aux voleurs. La décapitation pouvait avoir une signification symbolique, un avertissement aux autres prospecteurs. Mais dans un endroit aussi isolé, où les corps étaient retrouvés des mois ou des années plus tard, un tel avertissement perdait tout son sens. Une autre version suggérait que la décapitation et l'incendie visaient à dissimuler l'identité de la victime et à entraver l'enquête. Le crâne, partie du corps la plus identifiable, aurait pu être emporté ou détruit pour rendre l'identification difficile. Le feu aurait pu détruire des documents, des effets personnels et tout ce qui reliait l'endroit à une personne en particulier. Cependant, la conservation partielle des vêtements et d'autres preuves rendait cette version peu convaincante. Si le but était de détruire complètement les preuves, l'exécution était très inefficace. L'équipe de recherche a passé plusieurs jours dans la région, essayant de trouver des indices supplémentaires. Les sites de travail de Jorgensen le long de la rivière, les caches d'or et les traces d'autres personnes qui s'étaient là et trouvées là. Les résultats ont été minimes. Trop de temps s'était écoulé depuis le décès. L'hiver avait effacé la plupart des traces et la faune avait repris possession du territoire. La seule découverte a été un conteneur métallique carbonisé, probablement utilisé pour stocker de la poussière d'or, mais vide. Le cas de Martin Jorgensen a été enregistré comme un meurtre commis par des inconnus, probablement à l'automne 1917. Le mobile a été déterminé comme étant le vol. Les auteurs n'ont pas été retrouvés. L'enquête n'a mené à aucune arrestation. La famille de Martin en Suisse a reçu un avis de décès et une description des circonstances entourant la découverte de son corps. Sa dépouille a été enterrée dans un petit cimetière à Fort Simpson, où sont enterrés les prospecteurs et les voyageurs qui sont morts dans la nature. La deuxième décapitation dans la vallée de Nahanni, en 11 l'an, a donné à la région la réputation d'être non seulement dangereuse, mais aussi maudite. Si la mort des frères MacLeod pouvait encore être considérée comme un incident tragique isolé, la répétition du scénario avec Jorgensen a donné l'impression d'un schéma récurrent. Les gens ont commencé à parler de la malédiction de Nahanni, selon laquelle la vallée prendrait la tête de ceux qui viennent y chercher de l'or. Les Dénés locaux, qui avaient toujours évité le cours supérieur de la Nahanni, voyaient dans ces événements la confirmation de leurs anciennes mises en garde contre les Nakani, des créatures qui vivent dans des canyons reculés et attaquent les humains. D'après leur légende, ces créatures étaient géantes, poilues, marchaient donc sur 2 pattes et avaient une force surnaturelle. Elles ne se contentèrent pas de tuer, elles le prenaient des parties du corps comme trophée ou pour des rituels. Dans ce contexte, la décapitation n'était pas vue comme un crime humain, mais comme un acte commis par des êtres non humains. Les chercheurs rationnels ont fait remarquer que l'or avait toujours été un motif suffisant pour commettre un meurtre dans les camps miniers isolés.
La spécificité de la décapitation pouvait s'expliquer par la psychologie de certains criminels, leur contexte culturel ou leur volonté de se forger une réputation redoutable pour contrôler le territoire. Mais l'absence d'arrestation, le manque total de preuves désignant des individus spécifiques et la répétition du même schéma laissaient Bundy place à des interprétations moins rationnelles. À la fin des années 1910, la vallée de Nahanni était déjà fermement associée à des morts et des disparitions inexpliquées. Le nombre de personnes disposées à chercher de l'or dans la région a commencé à diminuer. Ceux qui s'y aventuraient travaillaient en groupe, évitaient dans les camps isolés, s'abstenaient de divulguer leurs découvertes et quittaient d'eau la vallée avant le début de l'automne. Headless Creek et la rivière Flat sont devenus des endroits que les prospecteurs préféraient éviter, même si la géologie suggérait la présence d'or. L'histoire de Martin Jorgenson s'est ajoutée à la sombre chronique de la vallée comme le deuxième cas documenté d'un prospecteur d'or décapité dans des circonstances similaires. Sa dernière lettre à sa famille, dans laquelle il écrivait avec un optimisme prudent au sujet de l'or qu'il avait trouvé, est devenue une ironie amère. Ce qui aurait dû assurer son avenir fut probablement la cause de sa mort. Son corps décapité, retrouvé près d'une cabane incendiée au printemps 1918, devint un maillon supplémentaire dans la chaîne d'événements qui transforma la vallée de Nahanni, région isolée et inhospitalière, en un lieu entouré de légendes de malédictions et de dangers inconnus qui guettent ceux qui osent y chercher la fortune.